Docteur Gélibert, Donc, vous je croyais êtes qu'elle existe. endocrinologue à l'hôpital de Chambéry. Merci Maxime d'avoir fait la mise en relation pour que cette présentation ait lieu. Le partage d'écran a l'air de se passer parfaitement. C'est Et ben, bon? vous avez 25 minutes, on va dire 20 minutes de présentation. On essaye de se garder 5 minutes de Oui, questions. oui, pas de souci, ça devrait durer 20 minutes. Parfait. Du coup, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis médecin endocrino à l'hôpital de Chambéry et du coup, je vais vous parler effectivement des actualités, alors des actualités récentes et semi-récentes pour faire une mise à jour et que ça soit un peu plus clair dans vos têtes pour au niveau de la diabéto parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés ces dernières années et ça bouge beaucoup et assez vite, donc il faut suivre et voilà. J'espère que ça vous sera utile. Alors, du coup, on va parler essentiellement du traitement, des nouveautés dans le traitement du diabète de type 2, avec les deux classes et les dernières classes qui sont sorties, qui sont les inhibiteurs de DLT2, donc quand on a parlé professeur Bauer, mais qui ne sont pas si vieilles, et puis les analogues de récepteurs au GLP1, essentiellement les formes hebdomadaires, parce que c'est celles-là maintenant qu'on utilise et qui sont plus récentes. Et puis après, je ferai rapidement une petite mise à jour sur les nouvelles insulines, le système de mesure continue du glucose par des capteurs, donc le Freestyle Lip 2 actuellement. Un petit point sur le glucagon nasal pour que vous en ayez un peu entendu parler. Et puis sur le système de boucle fermée dans le diabète de type 1. Mais voilà, ça vous en verrez beaucoup moins, mais c'est pour savoir que ça existe. Donc on va partir juste de cette patiente, une dame de 61 ans, qui est diabétique de type 2 depuis 5 ans, qui était bien équilibrée jusqu'à présent sous metformine simplement 1000 mg matin et soir, qui était bien tolérée sur le plan digestif. Donc un petit aparté pour la metformine, il faut savoir, ça c'est qu'en fait maintenant on donne maximum 2 grammes par jour et plus 3 grammes. Donc les gens qui sont une prise matin, midi et soir, en fait vous pouvez enlever la prise du midi, déjà l'observance sera mieux. Et en fait les études ont montré que l'efficacité était la même à 2 grammes qu'à 3 grammes et les effets indésirables sont plus importants. Donc on a tout à gagner à mettre 2 grammes, donc je le dis en passant parce qu'on le voit encore. Donc cette patiente, elle a par ailleurs une hypertension artérielle, une obésité de grade 1 avec un IMC à 32, c'est classique dans le cas du diabète, pas de tabac, et puis là, sa dernière hémoglobine glyquée est un peu remontée avec une HbA1c à 7,8%. À l'interrogatoire, on ne retrouve pas, elle est plutôt active, l'alimentation est équilibrée, donc on n'a pas trop de marge hygiéno-diététique. Et puis, en termes de complications, elle a juste une rétinopathie minime, pas de microalbuminurie, pas d'insuffisance rénale et pas de macroangiopathie. Donc, du coup, la question, c'est à ce moment-là, chez cette dame, qu'est-ce que vous ajouterez en plus de sa metformine? Et c'est là que les choses ont un peu changé. Donc, on va passer à la question parce que voilà, on va à la fin. Mais c'est que du coup, la position, donc les recommandations officielles, en fait, elles sont anciennes et c'est de l'HAS de 2013. Donc, il s'en est beaucoup passé des choses et donc ça a beaucoup changé. Et donc, la SFD fait régulièrement des recommandations. Et donc là, la prise de position de 2021 est quand même différente de l'HAS. Alors, le côté, on réfléchit toujours avec, chez ce patient, quel est l'objectif d'HbA1c, ça reste valable. Donc, chez cette dame qui n'est pas âgée, moins de 75 ans, une bonne espérance de vie, qui n'a pas de comorbidité majeure, là, on se dit, on veut avoir un objectif de 7%. Après, chez le sujet âgé, les gens qui ont beaucoup de comorbidité, on monte à 8%, en fait, pour être simple, parce que du coup, on a un risque, en fait, pour minimiser le risque d'hypoglycémie. C'est essentiellement pour ça. Donc, du coup, selon l'HAS, avant, on devait rajouter un sulfamide hypoglycémiant, qui est essentiellement le glyclaside, le diamicron, parce que c'est le sulfamide le moins hypoglycémiant et il est neutre sur le plan cardiovasculaire, alors que les autres, le Daonil et la Marel, en fait, on ne prescrit quasi plus maintenant, parce qu'ils sont quand même délétères. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'études de sécurité cardiovasculaire qui ont été faites, mais ils sont hypoglycémiants, c'est leur nom. Et donc là, selon la position de la SFD, et bien maintenant, ça serait plutôt, en fait, on choisirait soit un inhibiteur de DPP4, soit un inhibiteur de DLT2, soit un analogue de récepteur de la GLP. Donc, du coup, ça change beaucoup et le sulfamide vient en dernier plutôt dans ces recommandations. Donc, rapidement, je vais vous faire un point. Donc, les inhibiteurs de DLT2, en fait, alors c'est la dernière classe qui est sortie. Alors, effectivement, les études, elles datent de plusieurs années, mais le remboursement en France, il date d'avril 2020, c'était pendant le premier confinement. Donc, ce n'est pas si récent en France qu'on l'utilise. Donc, son mécanisme d'action, c'est que ça inhibe la réabsorption rénale de glucose au niveau du tubule contourné proximal en ramenant le seuil rénal de glucose à 0,80 g par litre. En fait, chez un patient diabétique, il va se mettre à pisser du sucre quand la glycémie est supérieure à 2 grammes.
Du coup, là, l'objectif de ce médicament, c'est que ça va diminuer ce seuil à 0,80 g, donc il va puiser plus de sucre. Donc effectivement, ça entraîne une glycosurie et ça va baisser la glycémie par ce biais. C'est effectivement, enfin, c'est en plus natriurétique parce qu'en fait, c'est un cotransporteur Na-glucose et qui est ATP dépendant d'ailleurs. Voilà. Donc les molécules qui existent, il y en a 3 et en France, il y en a 2 qui sont remboursées, qui sont la dapagliflozine, donc qui est le Forxiga, et l'empagliflozine, qui est Jardiance. La dose est effectivement de 10 mg par jour. Et puis, ils ont fait une association à la metformine qui s'appelle donc Zigduo pour la dapagliflozine et puis le Synjardy pour l'empagliflozine. Et la troisième, c'est la canagliflozine, mais qui n'est pas disponible et pas remboursée en France actuellement. Donc, les avantages de cette classe, ils sont importants. C'est déjà, ça a une efficacité quand même correcte, équivalente au DPP-4, avec une baisse de l'HbA1c entre 0,6 et 1,2%. Alors, il faut savoir que l'efficacité en fait, sur la glycémie, elle va être plus efficace quand la fonction rénale est meilleure. Donc, au début, on devait les instaurer quand le DHG était supérieur à 60 pour qu'on ait une efficacité notable. Mais en fait, ça marche, mais plus ou moins important sur le diabète. Ça n'a pas d'effet hypoglycémiant, ça c'est important, sauf si c'est bien sûr associé à un traitement hypoglycémiant, que ce soit le sulfamide ou l'insuline, hein, c'est deux classes qui font des hypoglycémies. Il y a une action pondérale, en fait, c'est aussi hyper bénéfique dans le diabète de type 2, avec une perte de 2 à 4 kg en moyenne, par l'effet glycosurique, hein, c'est exactement le même mécanisme que quand on découvre un diabète, hein, on pisse du sucre, donc on perd des calories. Et puis surtout, c'est que ça a montré largement dans toutes les études une protection cardiovasculaire et rénale, autant en prévention primaire en prévenant l'insuffisance cardiaque et la néphropathie, et aussi en prévention secondaire en diminuant les événements cardiovasculaires. Donc ça a été très démontré. Et effectivement, ces effets cardio-rénaux, ils sont également présents quand il n'y a pas de diabète. Donc c'est pour ça que le cardiologue avant en a parlé, que du coup, on peut le mettre dans l'insuffisance cardiaque et maintenant ça a la même. Et les néphrologues vont aussi l'utiliser. Les effets indésirables donc, de cette classe, c'est que c'est essentiellement alors, des mycoses, à peu près 8% quand même de cas, c'est assez fréquent. C'est pas très grave, mais c'est embêtant pour le patient. C'est plutôt chez la femme. Et c'est un effet donc classe, hein, toutes les molécules font ça. Ça survient dans les 3 à 6 premiers mois. Ça récidive pas forcément, donc il faut dire aux patients de persévérer un petit peu quand même. Et le facteur prédictif, c'est d'avoir déjà fait des mycoses. Donc c'est vrai que c'est plutôt les femmes. Après, il y a l'effet hypovolémien, alors qui est des fois volontaire, hein, qui est bien, d'avoir une baisse de la tension artérielle, donc en moyenne de 4 à 6 mm de mercure en systolique et 2 à 3 mm en diastolique. Mais des fois, il faut faire attention, notamment chez le sujet âgé, auquel on est beaucoup confronté en médecine polyvalente. Et puis, un dernier effet indésirable qui est quand même, par contre, un peu vicieux, c'est l'acidocétose euglycémique. Il y a une augmentation du ratio glucagon-insuline, en fait, dans cette classe. Et du coup, ça, il faut vraiment se méfier parce que c'est des gens qui vont faire de la cétone avec une glycémie strictement normale. Donc, il va falloir beaucoup éduquer les médecins et les patients parce qu'il faut savoir que ça existe. Alors, les facteurs de risque, c'est chez des gens qui sont insulinopéniques quand même. Donc, des gens qui ne sont pas très obèses, voilà, ou qui ont un diabète ancien, ça, il faut se méfier. Les cas aussi d'infection aiguë, de mise sous corticoïdes ou de jeûne. D'accord? Donc ça, il va falloir vraiment y penser. Et puis après, enfin, il y avait été décrit donc, dans la littérature des gangrènes de fournier plus importantes, des amputations des membres inférieurs, mais c'était avec la canagliflozine pour les amputations et c'est encore débattu aujourd'hui. Donc en pratique, on les instaure en fait jusqu'à une clairance à 30 minutes. On a le droit maintenant de les mettre. Mais comme je vous disais, c'est moins hypoglycémique, enfin, ça a moins d'action sur l'HbA1c si la fonction rénale est un peu basse. On privilégie les patients clairement qui ont une insuffisance cardiaque ou à haut risque cardiovasculaire et avec une microalbuminurie, clairement. Hein. La microalbuminurie, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, il faut s'en rappeler. Alors, il faut informer le patient quand même du risque des mycoses. Moi, je mets même un ovule systématique sur ordonnance au cas où, s'ils en font. Et aussi de l'effet diurétique, parce que du coup, les prises en fait les prises associées à la metformine, il y en a matin et soir. Donc, les gens ont des fois en fait quand même un effet diurétique et donc la nuit, ils se lèvent pisser. Donc, des fois, moi, à nouveau, je le sépare en deux, je le mets le matin. Donc, il faut leur dire. Et puis après, chez le sujet âgé, alors ça, il faut faire attention quand même aux hypotensions orthostatiques essentiellement. Surtout s'ils ont d'autres diurétiques dans leur liste de traitement, notamment les diurétiques de lance ou les thiazidiques. Et en fait, il y a même des recommandations qu'on dit en fait de diminuer le diurétique de moitié, voire de le stopper, en tout cas de surveiller ça, et de contrôler également la iono-incréate à J10 pour éliminer quand même une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle chez le sujet âgé, parce que le reste, c'est plutôt rare. Alors, sachant que c'est exactement comme les USO-SARA2, ça va augmenter la créatinine, hein, c'est normal, de 10%, ça c'est normal, mais si c'est davantage, c'est pas normal.
Et puis enfin, on éduque quand même. Alors, il faut y penser aux signes cliniques de cétose, qui sont les nausées, vomissements, les maux de ventre. Alors, ça, c'est une faute. Je ne sais pas si on a de l'insuline, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Mais en tout cas, on ne met pas de lecteur. Enfin, si les patients n'ont pas d'insuline, il faut vraiment être vigilant. Et on ne met pas de lecteur de cétone à tous les patients, ce n'est pas possible, hein, parce qu'il n'y en a que deux qui font ça. Donc, c'est clinique et se méfier et à éduquer les médecins, je pense, c'est important. Alors, une petite aparté, en fait, c'est théoriquement pas remboursé quand les, le- les GLT2 ne sont pas remboursés quand on les associe aux incrétines, que sont les DPP4 ou les GLP1, dans le cadre du diabète. Dans les recours de l'HAS, c'est ça. Mais en fait, comme c'est plutôt facile de détourner ça, parce que s'il y a une association d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale, ben, on peut carrément le mettre là-dessus. Donc, moi, j'ai jamais eu de soucis. Alors ensuite, la deuxième classe principale, donc c'est les analogues des récepteurs des GLP1. Donc ça fait partie des incrétines, hein. Les incrétines, c'est une grande classe avec les DPP4 que sont le Januvia, le Galvus, etc. Et les analogues de GLP1 qui sont, alors les DPP4, c'est une forme orale et puis ceux-là sont en forme injectable, hein, sous-cutanée. Le mécanisme, c'est que ça stimule la sécrétion d'insuline de manière glucose dépendante, donc quand on mange, ça diminue le glucagon et la production hépatique de glucose, donc hyper bien. Et ça ralentit la vidange gastrique. Alors, via un effet vraiment par le GLP1, qui est une hormone digestive hein, sur l'estomac, et également sur le centre, sur l'hypothalamus, en fait, parce qu'il y a un effet sacétogène avec des récepteurs de GLP1 là-haut. Donc, ça, c'est en injection sous-cutanée. Puis, jusqu'à présent, on avait donc les formes journalières au départ, de Victoza, le liraglutide, qui était à 1,8 mg par jour, et puis le Bieta en 2 fois. Et maintenant, on utilise essentiellement, en fait, que des formes hebdomadaires, une fois par semaine, que sont le dulaglutide pour le Trulicity. Alors, la nouveauté, c'est que maintenant, ils ont sorti des dosages plus importants, parce qu'avant, on avait jusqu'à 1,5 mg par semaine. Maintenant, c'est 3 et 4 mg, on peut monter. Et puis, le sémaglutide, qui est l'Ozempic, avec 3 paliers également. Le biduron, on l'utilise quasi pas, parce qu'en fait, ça fait des gros nodules sous-cutanés. C'est comme ça que ça agit lentement. Donc, c'est gênant pour les patients. Les avantages, donc, c'est le médicament le plus efficace en termes de baisse d'HbA1c de 1 à 2 en moyenne quand même. Il y a un effet pendural également majeur, parce que vous voyez, dans cette étude, la Susten, on avait une perte pour le sémaglutide de moyenne de 6,5 kg. Donc, on dit 2 à 8 kg en moyenne. Ce n'est pas hypoglycémiant, hein, parce que c'est glucose dépendant, c'est quand je mange. C'est possible jusqu'à une clairance à 15 minutes, donc ça, c'est quand même assez bien. Et puis, il y a une protection cardiovasculaire qui a été largement également prouvée avec les études LEADER pour le liraglutide, Susten pour le semaglutide, et également pour le dulaglutide. Donc, du coup, c'est aussi bien, c'est une bonne classe. Les effets indésirables, bah, c'est essentiellement sur le mécanisme d'action avec des troubles digestifs, que sont alors des troubles digestifs hauts par le ralentissement de la vidange gastrique, nausées, vomissements, mais aussi ça peut être des effets bas, et ça, il faut y penser quand même, que sont les diarrhées, comme la metformine en fait. Alors, ça peut être transitoire, donc on dit aux patients de persévérer un petit peu, 2 semaines environ. Si c'est catastrophique, on l'arrête bien sûr. Et puis après, il y avait des cas sur le pancréas, donc de pancréatite aiguë, puis de cancer du pancréas via le test biliaire pour les pancréatites. Et en fait, il y a une dernière méta-analyse toute récente, la de 2022, qui est plutôt rassurante. Il y a un petit risque qui persiste pour les DPP4, mais pas majeur, et pas de risque de cancer du pancréas. Ça a été... Voilà, on ne s'amuse pas à doser les lipases parce qu'elles vont monter un peu à la restauration, sauf si les gens ont des douleurs, bien sûr. Donc en pratique, clairement, cette classe, on la met chez des gens très métaboliques avec une obésité importante. Quand l'IMC est supérieur à 30, on met beaucoup de GLP1. C'est possible chez l'insuffisant rénaux, aussi chez les gens qui sont cardiaques, hein, bien sûr. Après, ce qui est important, en fait, parce que ça reste le médicament le plus coûteux, hein, c'est à peu près 80 € par mois, c'est d'évaluer en fait la réponse. En fait, il y a des gens qui répondent très bien aux incrétines et d'autres que ça marche pas. Donc en fait, il faut essayer de ne pas empiler tous les médicaments dans le diabète, puisqu'on en a plus maintenant à notre portée, mais c'est d'essayer de voir si au bout de 3 mois, j'ai une efficacité sur le poids et la glycémie, et sinon, il faut l'arrêter. C'est hyper dur et je suis la première à le dire parce qu'on ne le fait pas toujours. Et puis après, pour la tolérance, il faut essayer d'éduquer le patient pour qu'il mange un peu plus doucement, pour ne pas avoir trop de nausées. Et puis des fois, on met des doses plus faibles ou des paliers plus longs. Effectivement, pour l'Ozempic, on instaure toujours un palier bas et puis on fait des paliers de 1 mois, de 4 semaines à chaque fois avec les doses qui augmentent. On s'est toujours contre-indiqué hein, officiellement dans les gens qui ont fait des pancréatites aiguës. Et puis, donc, je vous disais, ça coûte à peu près 80 € par mois. Les ILT2, c'est 40 € par mois. Et puis maintenant, c'est 20 € pour les DPP4 puisque c'est rentré dans le domaine public. Donc ça, c'est juste une diapo de la position de la SFD en 2021. Donc vous voyez que maintenant, enfin, on a quand même un panel important. Et surtout, pour vous dire que les sulfamides, ils sont en dernier.
Donc, bien sûr, quand les gens ils ont des comorbidités cardiaques ou rénales, on met plutôt un GLP-2 ou un analogue du récepteur de GLP-1, bien sûr. Chez les gens qui sont très métaboliques obèses, en pratique, nous, on met d'abord un GLP-1. Et puis, bien sûr, si l'HbA1c est très élevé, ben, on va avoir une efficacité importante, donc on mettra aussi plutôt les GLP-1, sauf si le patient est tout mince. Voilà, et se méfier aussi, effectivement, des acides glycémiques chez les gens tout minces. Voilà, donc du coup, une diapo sur les nouvelles insulines, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup avec des noms un peu bizarres. Alors, dans les insulines lentes, celle que vous connaissez normalement, c'est la Lantus. Et la Basaglar, c'est un biosimilaire de la Lantus. Donc, c'est juste que c'est moins coûteux, la Basaglar. C'est le même style de stylo. Et après, il y a deux insulines très lentes, alors qui sont la Tresiba, c'est de l'insuline dégludec, avec une durée d'action qui est 42 heures. Donc, en fait, c'est hyper lent. Ça a une inertie importante. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Donc, c'est bien parce que c'est stable et c'est quand même bien pour les patients. Mais par contre, c'est compliqué en hospice parce que du coup, quand on l'instaure, ben, en fait, c'est long à se mettre en place. Et puis, quand les gens font des hypoglycémies, c'est long à baisser. Donc voilà, après, ça a des stylos qui ont 600 unités dans le stylo et on peut faire jusqu'à 160 unités en une fois. Donc, les gens qui sont vraiment insulinorésistants avec des grosses doses d'insuline, on aime bien la Tresiba. Et puis, autre chose, c'est un piston souple, c'est un détail, mais en fait, c'est important. Les gens qui ont des problèmes articulaires, arthrose, qui n'arrivent pas à pousser, en fait, c'est pas un ressort. Donc, en fait, ça va être très facile que j'ai 80 unités à m'injecter. C'est exactement pareil que si j'ai 10 unités. Donc, ça, c'est un petit plus, je trouve, qui est pas mal. Et puis après, il y a la Toujeo qui est de l'insuline glargine et elle est aussi lente, hein. Alors, ça avait été beaucoup étudié chez le sujet âgé parce que c'est plus stable et donc ils disent que ça fait moins d'hypoglycémie avec une durée d'action de 36 heures. Et puis, il y a des stylos avec des incréments d'unités en unité et d'autres avec 2 unités avec des grosses doses. Et après, les insulines rapides, alors celles qu'on connaît, Humalog, Novorapid, Apridras, elles sont anciennes. Et puis en fait, maintenant, il y a les plus rapides que rapides qui sont. Il y en a deux, qui est la Fiasp, alors avec un délai de 5 minutes, alors que les autres, elles sont censées avoir un délai d'action de 10 minutes. Le piston, il est souple comme la Tresiba. Et puis le Lumgev, alors ça, je ne l'ai jamais prescrit de ma vie en soi. On ne l'a pas à l'hôpital, nous. Et du coup, ça existe en ultra concentré en demi-unité. Alors, juste un petit point, et ça, parce que je suis assez fan, moi, en pratique, il faut aussi penser, ça existe les silos rechargeables, en fait. Alors, c'est bien pour l'environnement, je pense, un peu, ça sera, parce on prescrit des cartouches à ce moment-là. Et donc, du coup, les patients, enfin, il faut leur parler, savoir que ça existe, en tout cas, et il faut juste prescrire, vous, des cartouches, et puis vous marquez stylo rechargeable pour telle insuline, et puis le pharmacien, il se débrouille, hein, si vous n'avez pas les noms. Voilà, sachez que ça existe. Après, pour les mesures continues de glucose, alors effectivement, le système que vous allez voir beaucoup, enfin que vous voyez beaucoup probablement, c'était le freestyle libre, alors qui était 1 et maintenant qui est passé le freestyle libre 2. La seule différence entre les deux lecteurs, c'est que maintenant, le freestyle libre 2, il est équipé d'alarmes hypo et hyper que le patient peut activer ou pas. Et alors, le remboursement, c'est dans les diabétiques de type 1 et de type 2. Et surtout, ce qui est important, c'est quand les patients, en fait, c'est remboursé quand les gens, ils ont enfin, au moins 3 injections d'insuline par jour. Donc, les gens qui sont sous insuline lente, on ne peut pas leur mettre de freestyle libre. Et puis, bien sûr, les gens sous pompe à insuline. Et c'est une prescription toujours initiale par le spécialiste, normalement, et puis avec une séance d'éducation thérapeutique qu'on fait dans le service. Et puis après, il y a un autre système de mesure continue de glucose qui est le Dexcom G6, mais ça que vous verrez vraiment pas, c'est uniquement pour les diabétiques de type 1 pour l'instant, avec un formulaire à la Sécu. Mais c'était utilisé s'il y avait des allergies à la colle. Alors, juste un petit mot sur le glucagon. Vous savez que c'est un traitement d'urgence des hypoglycémies sévères. Donc, les patients diabétiques qui ont de l'insuline, notamment, on doit leur mettre un glucagon. Alors, jusqu'à présent, c'était le glucagène qui se fait en intramusculaire. Et c'était hyper compliqué parce que c'est l'entourage qui est censé faire, hein. Et du coup, c'est un truc, c'était à reconstituer. Il y a une poudre, un liquide, il fallait l'injecter dans la fesse. Enfin, c'était compliqué. Donc, des fois, voilà. Et là, enfin, il y a eu un système en fait en spray nasal qui a été remboursé et qui s'appelle le Baqsimi. Mais par contre, il est victime de son. Donc, c'est tout récent, hein, ça c'est mars 2022, mais du coup, il y a déjà une rupture de stock parce que c'est trop victime de son succès. Donc voilà, sachez que ça existe. Et puis enfin, un petit mot, alors ça, c'est une révolution dans le diabète de type 1, parce que du coup, il y a enfin les systèmes qui ont été validés et remboursés en France, qui est des boucles fermées, donc c'est équivalent au pancréas artificiel, hein, c'est la même chose. Et en fait, c'est juste globalement un capteur de glucose qui communique avec une pompe à insuline que le patient a et cette pompe est équipée d'un algorithme, donc il y a clairement de l'intelligence artificielle et puis des mathématiciens qui sont derrière, et qui ont en fait, et qui fait que la pompe va agir tout seul. Le patient a juste à dire quand il mange et quand il fait du sport en pratique. Voilà, donc il y a 3 systèmes qui sont validés désormais. Alors, système Medtronic avec la pompe 780, système Diabeloop et puis un système Tandem qui, lui, pas encore remboursé, mais ça devrait tarder.
Voilà, donc merci pour votre attention. Puis si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing. Merci beaucoup pour votre présentation. Eh bien, il y a déjà une question, c'est parfait. Docteur Léry, c'est à vous. Merci. Désolé, je me fais un peu l'avocat du diable avec nos collègues cardiologues et endocrinologues, mais c'est peut-être sur le versant peut-être plus médecine polyvalente, mais nos patients, ils sont souvent en effet âgés et le regard qu'on a sur le médicament, il n'est pas toujours le même que nos collègues spécialistes. J'aurais voulu avoir, alors moi, les informations que j'avais sur l'ajout d'un antidiabétique après la metformine, c'est déjà que l'ensemble de ces traitements-là, les études qui les validaient, étaient des études qui permettaient de dire qu'ils baissaient l'hémoglobine glyquée, mais qu'ils n'amélioraient pas avec, en tout cas les études ne validaient pas une amélioration de la mortalité ni une amélioration au niveau des complications du diabète, macro ou micro. Est-ce que du coup vous confirmez cet élément-là? Et auquel cas du coup, c'est vrai que le regard qu'on peut avoir nous chez les personnes notamment âgées, c'est aussi l'iatrogénie et risques que ces molécules peuvent engendrer. Vous avez parlé d'hypotension, etc. C'est des choses qu'on voit aussi pas mal parfois pour des améliorations d'hémoglobine glyquée de 0,3 ou 0,4. Et c'est vrai que du coup, on se pose très régulièrement aussi la question de l'arrêt, de la déprescription sur ces patients-là. Qu'en pensez-vous? Eh bien, oui, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis un service où on a tous aussi des sujets âgés. Et en fait, alors, en pratique, pour les études, alors les dernières études, donc les GLP1 et les SGLT2, ça a vraiment, en fait, ça a montré quand même, alors, bien sûr, c'est une population, c'était pas qu'une population âgée dans les études, mais ça a montré qu'il y avait, la néphropathie, par exemple, clairement, ça améliore la microalbuminurie. Donc, ça a un impact positif. C'est pas juste, parce qu'avant, on avait juste des efficacités, des études de non-infériorité, quoi. Tu vas dire que globalement, ce n'était pas délétère sur le plan cardiovasculaire ou rénal et c'était tout. Alors que les dernières études, là, les études pour l'Empare Outcome, enfin, voilà, pour les GLT1 et puis les leaders, etc., ça a montré un avantage, enfin, ça diminue le MACE en prévention secondaire, ça diminue les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, les AVC, etc. Donc, ça, quand même, clairement, c'est une supériorité, en fait. Donc, ça, c'est vrai. Après, on est d'accord que chez les gens très âgés, déjà, comme je vous disais, on a un objectif, on est quand même beaucoup plus léger. Enfin, on veut une HbA1c, enfin, clairement à 8% sans hypoglycémie. Moi, c'est mon objectif quand la personne est très âgée. Et donc, c'est vrai qu'on a. Alors, dans le SFD, ils mettent quand même les DPP4, parce que c'est vrai que je trouve que cette classe, elle est plutôt pas mal pour les personnes âgées. Mais maintenant, il va falloir. Alors, les ILT2, ça fait pas longtemps qu'on les utilise, donc on n'a pas trop de recul sur cela, mais je pense qu'il faudra vraiment être vigilant sur le côté volémie. Quitte à, voilà, les recos, c'est vous diminuer les diurétiques en parallèle, quoi, en fait, systématiquement, en fait. Donc, en soi, je pense que les DP4, ils sont à égal niveau, donc on peut les mettre. Et après, effectivement, des fois, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de traiter le diabète? Chez les gens qui sont vraiment insuffisants cardiaques ou qui ont une grosse microalbuminurie, un syndrome glomérulaire, ça vaudra peut-être le coup de le mettre à ce visée-là parce que c'est quand même positif sur ce point-là. Voilà, c'est juste ça. Après, c'est sûr qu'on est d'accord que les GLT2, c'est assez récent et qu'on n'a pas un recul de fou dans notre pratique en tout cas. Bien sûr, les études, elles sont positives, mais voilà. Pour les analogues du GLP1, j'avais notion qu'on ne pouvait pas les mettre pour une fraction d'éjection ventriculaire inférieure à 40%. Vous faites gaffe à faire des écho-cœurs avant ou pas Non, pas du tout. Je sais pas si 40% en plus, ça me paraît quand même pas très bas parce que justement, les cardios sont les premiers à nous dire est-ce qu'on peut mettre un GLP1 pour le cœur? Donc, non, on fait jamais d'écho systématique parce c'est compliqué d'avoir des échos-cœurs. Mais non, pas du tout. Après, bien sûr, l'insuffisance cardiaque en dessous de 30 de FEVG, il y a pas mal d'ADO qui sont contre-indiqués. Mais les GLP1, on n'est pas plus vigilant qu'autre chose, en tout cas. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, sauf s'il y a une dernière question, on va vous remercier à nouveau, docteur Gélibert, et puis clôturer ce staff. On se revoit le 23 juin prochain pour un prochain staff. N'hésitez pas d'ici là, il y a la chaîne YouTube si vous souhaitez revoir les présentations.